sommes dans une période difficile, hein, qui demeure difficile. On sort d'une épidémie, mais qui demeure, hein, puisque le virus circule encore. Les dispositifs de l'État s'assouplissent, le plan d'urgence va être pratiquement aboli, en tout cas. D'ici le mois de juillet, les choses évoluent au jour le jour, pratiquement. Même dans les entreprises, ils vont assouplir encore les dispositifs, hein, pour permettre un retour au travail présentiel plus important. Donc, la nécessité de reprise de l'économie et de son corollaire, évidemment, maintenir le social, hein, éviter trop de nouveaux pauvres, prime, mais sans pour autant abandonner la sécurité sanitaire. Donc c'est vraiment cet équilibre qu'il faut trouver au jour le jour, au cas par cas, et qui n'est pas facile. Donc il faut se mettre à la place de nos gouvernants, c'est pas forcément facile. Mais je pense que tout un chacun, aussi bien les dirigeants que les socio-professionnels, que le corps médical, on apprend à connaître ce virus, à vivre avec, à le traiter, à développer peut-être demain des vaccins, on en parle. Donc ce sont plutôt des bonnes nouvelles, il faut faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Mais il faut surtout tirer les leçons de ces crises et ne pas oublier. Hein. Le président de la République lui-même a dit qu'il faudra se réinventer, que lui-même va commencer par se réinventer lui-même. Je lui souhaite. Ok, mais en tout cas, il faudra qu'on puisse tenir compte de tous ces aspects, la façon dont l'économie fonctionne, la façon dont nous circulons, nous vivons, notre façon de vivre. On ne pourra pas continuer. Et ça, c'est à l'échelle planétaire. Hein. Je ne parle pas pour les abîmes, pour la Guadeloupe particulièrement. Hein. On ne va pas continuer à vivre comme si de rien n'était, face aux grands enjeux qui sont autrement plus importants, inquiétants que ce simple virus, hein, et sa pandémie, mais qui sont liés évidemment à l'enjeu écologique, aux défis climatiques. Ok, aux défis climatiques et son cortège de drames, de tragédies déjà, qui se manifestent de jour en jour. Et avec toutes sortes de catastrophes de plus en plus importantes et imprévisibles. Donc, il faudra qu'on revoie notre mode de vie, notre niveau de vie, parce que le modèle que nous développons au niveau européen, au niveau de l'Occident généralement, les États-Unis, même en France, n'est pas applicable, hein, à l'échelle planétaire. Donc on ne peut pas dire que c'est le modèle, c'est le bon modèle dans le cadre de ce grand enjeu, puisqu'il n'est pas applicable partout. Parce que si on devait avoir le même niveau de vie moyen que dans tout le monde, hein, appliquer le même niveau de vie moyen à tous les habitants de la planète que celui d'Américains, mais il faudrait peut-être une trentaine de planètes pour pouvoir faire face aux besoins. Et au niveau européen, c'est un peu plus, un peu moins, mais c'est à peu près la même chose. Ainsi de suite. Donc on voit bien que ceux qui prônent la justice, l'égalité, etc., ils doivent le faire à l'échelle planétaire. Hein. C'est pas uniquement pour soi, son voisin, sa famille, sa commune, sa région, son pays. Hein. C'est pour toute l'humanité. Si on est un vrai humaniste, un vrai progressiste, un vrai écologiste, on ne peut concevoir ces politiques publiques à l'échelle mondiale et planétaire. Donc on voit combien il y a beaucoup de travaux à faire. Et si s'il y a un clivage politique qui doit se faire, et le seul viable à mon avis, c'est entre ceux qui refusent, au nom de la cupidité de modèle économique qui est culé, capitalisme débridé notamment, l'appât du gain tout simplement, refusent de voir la réalité en face, privilégient l'immédiateté, ok, des dispositifs immédiats permettant d'accumuler des profits pour quelques-uns, au détriment du plus grand nombre, à l'intérêt général qui demande qu'on fasse des réformes profondes de l'économie, vers plus d'équité, de justice, plus d'écologie, plus d'économie des ressources de notre planète. Et la préservation évidemment de notre système planétaire par rapport au réchauffement climatique. Donc il y a ce camp-là
ok, des écocides, sidaires, si on veut dire, en tout cas qui s'attaquent à l'écologie, des climato-sceptiques qui refusent de voir le danger du réchauffement climatique, et des gens qui voient à court terme, qui ne s'occupent même pas de l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants, parce qu'ils sont plus préoccupés par accumuler encore des richesses. Et l'autre camp, c'est celui des gens de progrès, dignes de ce nom. Écologisme, mais on ne devrait même pas parler d'écologie encore, on devrait parler de gens qui veulent sauver la planète, sauver l'écosystème, sauver l'humanité, ça devrait porter un nom. Et qui veulent développer d'autres politiques publiques, et très rapidement, hein, c'est pas demain ou après-demain, c'est maintenant qu'il faut commencer, hein, parce qu'il sera trop tard. Hein. Et donc ce camp-là, c'est ce camp du progrès que nous devons prendre comme modèle et être solidaires de tous ceux qui travaillent en ce sens, qui veulent à tout prix entamer le combat dès maintenant pour préserver les ressources de la planète et qui exigent qu'on change de logiciel, de paradigme, comme on dit savamment, et qu'on comprenne qu'on ne peut plus faire les grands déplacements, etc. Tout le monde veut aller faire le tour du monde dans sa vie, estime que s'il n'a pas visité la planète entière, il n'a pas vécu. Et donc on ne peut pas appliquer ce modèle à tout le monde. Et tout le monde veut manger peut-être des fruits hors saison, qui nécessitent des transports par fret ou par avion, etc. Coûteux, qui contribuent éminemment au réchauffement climatique. Mais non, il faut apprendre à manger local, à manger au plus près, produire notamment en matière agricole, transformer, agro-transformation, mais d'autres aussi produits de première nécessité, et consommer au plus près, pour éviter les transports, bien souvent qui sont générateurs d'effets climatiques négatifs. Donc ça s'appelle le localisme, ça s'appelle parfois le patriotisme économique. Ça a été emprunté par peut-être des formations politiques à d'autres desseins. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Effectivement, il faut qu'on puisse... et en Guadeloupe, il y a matière, qu'on ait une plus grande autonomie alimentaire, qu'on puisse transformer nos produits alimentaires agricoles localement, qu'on les consommions de façon privilégiée dans nos cantines, partout. Donc, il faut penser global, mais agir localement dans le cadre de ce défi climatique. Ok, je ne parle même pas de défi écologique, hein. Mais tout est lié, il faut protéger les plantes, et évidemment, la forêt, il faut protéger les animaux, la faune. Mais il faut aussi lutter contre le réchauffement climatique. Mais tout ceci est inextricablement lié. Alors, mes chers amis, il y a du travail. On le voit à notre niveau, dans toutes nos politiques publiques. Peut-être celles les plus dérisoires qu'on pense les plus dérisoires. On pense qu'il n'y a même pas matière à développer, à penser à ça. Dans toutes les politiques publiques, on doit mettre ces grands enjeux en exergue. Donc, il vous appartient chacun à votre niveau. Grain de sable, café, sac, digri. Agir écologiquement, solidairement, et à choisir le bon camp, celui du progrès, on l'a toujours été, celui de l'écologie qui s'impose de plus en plus, et celui de la justice territoriale, de la justice sociale, sans laquelle ce grand défi climatique, ces grands enjeux ne pourront pas être menés parce qu'on ne pourra pas les mener dans l'injustice territoriale et dans l'injustice sociale. Alors, ce que je voulais vous dire, et plus sur un deuxième point qui me tient à cœur aussi, à l'aune des déclarations du président de la République qui a beaucoup parlé, qui a parlé de l'histoire, qui a dit qu'il fallait se battre contre l'injustice, qu'il y a des dispositions contre les discriminations, contre les violences, contre le racisme, l'antisémitisme, qui vont être pris prochainement. Tant mieux, il faut l'applaudir là-dessus. Mais qui en même temps dit qu'il ne faut pas revisiter l'histoire, il faut combattre les communautarismes, les séparatismes. Comme si tout ce qui se passait dans le monde aujourd'hui, le soulèvement d'une grande partie de la jeunesse, parce que beaucoup de jeunes sont en avant,
mais de toutes les couleurs, hein, face à un certain nombre de faits racistes, hein, avérés, notamment dans la police, qui n'est pas en soi, en tout cas en France, une police raciste, mais ce n'est pas le Ku Klux Klan, il n'y a pas de textes qui régissent la police qui sont racistes juridiquement, mais on sait que dans la police, il y a des racistes et ils sont trop nombreux, et qu'il faut les combattre et les sanctionner, tout comme on combat les voyous, etc., ou ceux qui s'attaquent de façon aveugle à la police. Donc, c'est cette justice aussi qu'il faut mettre au niveau de ce dossier de la police et de la sécurité. Et le président de la République a dit dans son développement qu'il faut pas, il faut pas revisiter l'histoire, réécrire l'histoire, il ne va pas déboulonner les statuts. Ok, personne ne lui a jamais demandé, j'ai jamais entendu aucun manifestant dire qu'il faut réécrire l'histoire, etc. Non, il faut la vérité, il parle de vérité, oui, nous on est pour la vérité, en tout cas, sous ma part, on est pour la vérité historique dans tous ses aspects, bien et mal. Et pour tous les peuples, le peuple noir, pour tout ce qu'a fait les Noirs, tout ce qu'a fait les Blancs, les Asiatiques, dans tous les pays de notre histoire, la vérité universelle, hein, il n'y a rien à cacher. Mais il faut vraiment l'enseigner. On voit la loi Taubira qui prônait l'enseignement de la traite négrière et de l'esclavage, hein, traite transatlantique. Bon, on n'a jamais vraiment appliqué ça. Donc on meurt l'esclavage, bon, dans les livres d'histoire, on enseigne très peu ça. Et le fameux Colbert, on l'enseigne dans les livres d'histoire, on ne l'enseigne pas pour avoir écrit le Code noir. Hein. OK? Et qui est une aberration. Et j'entends encore des gens, notamment qui se prétendent socialistes, dire que le Code noir a été un progrès qui a amélioré le statut des esclaves. C'est un progrès social, hein, qu'il faut mettre à l'actif de Colbert. Soit il ne l'a pas lu, soit c'est quelque chose de criminel. Hein. Et donc on voit on devra sans doute recommencer toutes les guerres du passé pour faire rétablir la justice et honorer la mémoire de nos ancêtres, de toutes les victimes, de tous les esclavages du monde entier. Il y a encore du travail à faire. Il y a sans doute encore d'autres statuts à déboulonner, notamment celle de Colbert qui est en face de l'Assemblée nationale. Et c'est inadmissible, il s'agit que ce genre de statut, d'effigie, de plaques, d'éponymies dans les rues puissent porter le nom de ces démons. Ils ont d'autres places. Je ne vois aucune statue d'Adolf Hitler en Allemagne, dans les rues, devant les édifices publics. Ok, ça n'existe pas. On a même déboulonné Pétain. On n'a pas attendu des lois pour le faire. Alors que ça avait été le grand-père de Victoire Verdun. Pour la Première Guerre mondiale, c'était un héros. Il a déconné avec, collaborant avec les nazis. Mais à la Libération, on a fait, toutes ces effigies ont été enlevées. Ok, il existe peut-être à quelques endroits, dans quelques musées ou dans quelques caves, aux côtés des croix gammées et des portraits d'Hitler qui ornaient partout la capitale, à Paris en tout cas. Mais on ne les a pas laissés sous la place publique au nom de la vérité historique. Alors si ça a perdu, moi je demanderais moi-même, je mettrais une photo d'Adolf Hitler et du maréchal Pétain devant la mairie des Abîmes, et j'attendrai qu'un représentant de l'État vienne me demander de l'enlever. Je dirais c'est au nom de la vérité historique, il n'y a rien à occulter. Hitler, après tout, aimait la peinture, hein, il a fait de belles œuvres de peinture, il était un architecte, il avait une vision d'architecture. Hein. Ok, il aimait les animaux, et que, après tout, il avait des bons aspects. Ok, et donc, si c'est ça, on peut y aller. Hein. On va ressortir les démons et les mettre devant nos édifices publics. Donc, si ceci n'est pas sérieux, il faut qu'on enlève définitivement de toutes nos places publiques. Et je vais faire en sorte qu'on puisse nous aussi mettre à l'honneur ceux qui, à notre avis, incarnent aussi les valeurs de la République, hein, les valeurs universelles. Ok ?
aussi positivement. Et tout ce qui reste à déboulonner, il faudra qu'on le déboulonne et qu'on mette toutes ces choses-là dans les musées de l'histoire et qu'on mette sur nos places publiques, devant nos édifices publics, dans nos édifices publics, eh ben, dans nos rues publiques, on mette à l'honneur ceux qui le méritent, ceux qui ont fait briller et constamment les valeurs de la République, ok, et qui nous représentent. Donc il y a encore du boulot, progressistes, humanistes, écologistes, tous les peuples de toutes les nations et de toutes les couleurs. Beaucoup d'autres combats à mener, et ça c'est votre affaire, les jeunes, c'est vous qui devez prendre les choses en main. Comme on voit dans les rues, il y a beaucoup de jeunes, ça me fait plaisir, hein. Des jeunes, mais des jeunes de toutes les couleurs. Il n'y a pas que des noirs qui luttent pour les noirs, il y a des blancs qui viennent, qui prennent la parole et qui sont là régulièrement. C'est ça l'avenir, c'est ça l'espoir, c'est ce qui donne encore un sens à la politique et qui nous donne envie encore de vous accompagner, encore les jeunes, pour prendre le relais et ne rien céder, ne rien transiger à tout ce qui est ignoble et tout ce qui est révisionniste quant aux souffrances de nos ancêtres, de tous ceux qui sur cette planète se sont sacrifiés, ont versé leurs larmes, leur sueur et bien souvent leur sang pour que nous soyons encore aujourd'hui quelque peu libres. Voilà, et que nous puissions vivre quelque peu librement. Voilà. Vive le progrès, vive la justice, et vive l'humanité, et vive la planète, et l'humanité surtout que nous devons préserver, comme disait Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince, on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants.